Bienvenue à votre émission Regard sur l'avenir sur la chaîne de télévision C360. Regard sur l'avenir qui se plonge dans les questions diplomatiques entre les pays du Sahel et également donc le reste du monde. Et pour ce numéro, nous allons aborder deux sujets principalement donc consacrés au Bénin et aussi à la guerre dans le Moyen-Orient. Au Bénin, après la visite du nouveau président béninois dans les pays du Sahel, quelles peuvent être les retombées diplomatiques de cette visite dans l'AES? Pour le deuxième sujet, nous allons parler de la guerre en Iran avec les États-Unis et Israël. Bien sûr, tout porte à croire que la reprise des hostilités a bel et bien été sonnée. Et pour discuter de ces deux sujets, nous avons dans le studio avec nous, sur le plateau, bien sûr, Labidi Naba. Il est le porte-parole du mouvement Face aux causes, mais également, bien sûr, un membre influent de la CNAVC. Et pour la deuxième personne invitée, nous avons Bakary Kaboré. Il est juriste et analyste politique. Camarade, bonjour et bienvenue à l'émission. Merci pour ce temps consacré à la chaîne de télévision C360. Premier sujet, nous allons parler du Bénin avec la visite du nouveau président béninois, Romuald Wadagni, qui a été dans plusieurs pays africains, mais également principalement dans les pays du Sahel, à Niamey, à Ouagadougou et à Bamako. Camarade Kaboré, comment voyez-vous déjà, bien sûr, les retombées de cette visite dans les pays du Sahel? Merci beaucoup pour... les retombées diplomatiques, alors, en matière de relations internationales, en tout cas en Afrique de l'Ouest, nous avons l'occasion d'avoir la CEDEAO avant qui avait fait le travail, en rassemblant effectivement tous les États autour des idéaux par rapport à répondre aux aspirations profondes des populations ouest-africaines. Et rappelez-vous très bien qu'en 1975, c'était un ensemble de gouvernants qui, curieusement, étaient pour la majorité des militaires, comme aujourd'hui c'est le cas. Alors, donc, nous sommes en train de tourner, avec l'avènement de l'AES, tourner la page de cette histoire, effectivement, de la CEDEAO, puisque l'AES est née à cause des conditions dans lesquelles, effectivement, les relations s'étaient envenimées, avec l'avènement de différents coups d'État au niveau des pays du Sahel, en tout cas le Burkina, le Mali et le Niger. Et donc aujourd'hui, ça rappelait très bien que les conditions dans lesquelles ces relations étaient arrivées à ce stade, là où j'avais parlé de imposer une vision monolithique de la gestion du pouvoir, c'est-à-dire à travers les élections, à travers la démocratie, à travers le suffrage universel. Alors, passé cette période, la CEDEAO avait voulu que tous les États s'alignent, y compris par les injonctions effectivement de la métropole, l'ancienne métropole, la France, qui effectivement avait la même mise sur la CEDEAO à travers ses dirigeants et les décisions, alors que ces décisions étaient amenées à prendre. Donc voilà un peu ce qui a meublé effectivement les relations, arrivé jusqu'au divorce, et l'AES est parti, les trois États sont partis. Maintenant, les conditions dans lesquelles nous devons lutter pour la sécurité en Afrique de l'Ouest, notamment contre le terrorisme, qui est cette guerre asymétrique, avait amené des difficultés dans la manière de coopérer avec les autres États, notamment ceux qui sont restés dans la CEDEAO. Donc le cas du Bénin est emblématique parce qu'effectivement, le prédécesseur du président Wadagni avait effectivement, avec son homologue ivoirien, était effectivement les premiers à s'engager pour amener effectivement cette guerre au Niger contre le CNSP qui avait en juillet 2023 opéré son coup d'État et reprendre effectivement la gestion du pouvoir en main du côté de Niamey. Donc aujourd'hui nous pensons que l'avènement du nouveau président Kossi Mbweke Romuald Wadagni augure effectivement de nouvelles relations et nous allons
quand même croire, parce qu'effectivement, au regard de sa tournée dans les États de l'Afrique, de l'AES, en commençant par le Niger, le Burkina et tout récemment le Mali, nous avons l'impression de voir une nouvelle donne politique qui s'affiche avec de nouvelles possibilités de coopération, avec des coopérations gagnant-gagnant, parce que je me rappelle très bien effectivement de ses propos et des propos des présidents avec lesquels il s'est entretenu. À travers les différents communiqués, il est ressorti clairement que alors il y a la possibilité qu'il y ait de nouvelles relations. Alors par rapport à ces relations, déjà, il faut comprendre que les retombées diplomatiques que nous sommes en droit d'attendre sont des événements, sont des différents points. D'abord sur effectivement la lutte contre le terrorisme. Deuxième chose, les relations commerciales que nous devons remettre au beau fixe. Parce que entre le Niger et le Bénin, vous vous rappelez très bien qu'il y avait cette fermeture des frontières. Nous osons croire qu'elle sera ouverte dans les tout prochains jours, parce qu'il avait été annoncé que ça sera ouvert dans 15 jours. Donc, cette réouverture va quand même remettre à flot les différentes relations commerciales. Le commerce que les hommes d'affaires nigériens et béninois avaient l'occasion de le faire, ils pouvaient le reprendre pour que les populations puissent en bénéficier. Deuxième élément qui est important, c'est la lutte contre le terrorisme dont j'avais parlé. Mais l'autre sujet qui est très important pour nous qu'il faut aborder, c'est la question de l'implantation des bases étrangères. Parce qu'il faut le dire avec toutes nos forces, le président, le camarade Ibrahim Traoré l'avait dit à un moment donné, à plusieurs reprises, que nous n'avions, je répète les mots qu'il avait dit, on n'a aucun problème avec effectivement les peuples frères du Bénin, mais c'est avec peut-être l'équipe dirigeante à l'époque qui avait effectivement accueilli les bases étrangères, notamment françaises, au niveau des Porga et des Kandi, ainsi de suite, vers les frontières avec le Burkina et le Niger, qui pour nous, de notre point de vue, de l'AES, qui posait un problème parce qu'effectivement, il est revenu plusieurs fois que, alors beaucoup de ces bases, en tout cas les bases installées, avaient la possibilité d'héberger des mercenaires, d'héberger des terroristes, y compris leur offrir gîtes et couverts et des armes, et même les entraîner et les accompagner à mener à conduire des attaques au niveau du Mali, au niveau du Niger et au niveau du Burkina. Donc, ce qui était des éléments à même d'envenimer des relations avec l'équipe dirigeante, l'ancienne équipe dirigeante qui était dirigée par M. Talon. Et donc, aujourd'hui, l'avènement de Ouadagni prouve à suffisance, à travers sa tournée, à travers les différents échanges avec les différents chefs d'État, nous pensons qu'il y a effectivement une nouvelle donne qui va venir. Et donc, les retombées seront d'améliorer les relations commerciales, politiques, diplomatiques, y compris sur la lutte contre le terrorisme, en tout cas au niveau sécuritaire. Voilà un peu des relations et des retombées politiques immédiates que nous sommes en droit d'entendre effectivement du nouveau président béninois, Romuald Ouadagni. Camarade Labidi, les lignes vont bouger sûrement avec le nouveau président béninois. Quand on observe la posture assumée du président béninois, Romuald Ouadagni, depuis justement son avènement au pouvoir, les actions qu'il a marquées sont des actions fortes en termes justement de réchauffement des relations bilatérales entre les pays individuellement de l'AES. Les relations multilatérales avec l'AES. Cette invitation des différents présidents de l'AES à son investiture est un acte fort. La réponse positive aussi de nos chefs d'État en s'y rendant, en tout cas en envoyant les différents ministres de la diplomatie,
est un acte salutaire. Au-delà de cela, il y a sa visite. C'était d'abord au Niger, où il y a une urgence, parce qu'il y a cette question de la frontière qui est ouverte du côté béninois, mais fermée du côté nigérien, parce que justement, le Niger évoque des potentialités avérées de déstabilisation de son pays par justement ce que nos chefs d'État ont toujours dénoncé, la présence de bases terroristes entretenues par la France. Donc, cette première visite au Niger, dans les coulisses, va aborder un certain nombre de questions, va poser un certain nombre de conditions pour la réouverture annoncée justement de cette frontière-là sous 2 semaines. Ensuite, sa visite s'est poursuivie au Burkina et tout dernièrement au Mali. Donc ça vient boucler justement la rencontre et des échanges nourris et stratégiques avec ces différents pays. Donc la posture du président Ouaddaï est claire et les pays de l'AES aussi ont toujours, justement, ils le disent à qui le veut, n'ont rien contre aucun pays de ce monde. Nos pays de l'AES tiennent jalousement à la souveraineté, non seulement des différents pays de l'AES, mais aussi de l'AES, et aussi au développement endogène, chose que les peuples, tous les peuples du monde aspirent. Parce qu'il est incongru qu'un pays puisse avoir des richesses, comme les pays justement du giron français, et que toutes ces richesses, pendant des décennies, soient exploitées, soient pillées par la France, et que, à contrario, c'est la paupérisation de la population qui est constatée. Et voilà, l'indignité morale, souvent même physique, des populations qui est remarquée. Donc, pour un pays responsable, il faut véritablement aller à l'encontre de cela. C'est ce que les pays de l'AES font. Les retombées diplomatiques, moi, aujourd'hui, je suis à même de mettre un peu du bémol sur la méfiance et tout que nous avions. Parce que je me dis que tout cela ne se fera pas sans la participation de Talon. Je pense que Talon est en train de jouer à une carte qu'il n'a pas pu jouer quand il était le président, parce qu'il était embastillé, il était, tenaillé par un certain nombre de choses avec la France. Donc vous ne croyez pas à la bonne foi de Ouaddaï? Je crois à la bonne foi de Ouaddaï et je pense qu'il y a une concertation, il y a une complicité entre l'ancien président Talon et Ouaddaï, qui reste son mentor. Parce que on ne trahit pas tout de suite son mentor dès son investiture. Non. Patrice Talon a toujours des choses, des orientations qu'il donne à Ouaddaï. Et quand on regarde aussi les promesses électorales faites par Ouaddaï lors de sa campagne justement électorale, il y a 3 points majeurs sur lesquels le président Ouaddaï s'est fondé en termes de promesses électorales. Premièrement, il y a la souveraineté nationale. Et qui parle de souveraineté nationale va
pour un pays du giron français, hein, francophone, de l'Afrique de l'Ouest, est obligé d'aller dans le sens véritable de l'AES. Et ça, nous allons l'observer dans tous les cas, ça restera des indicateurs. Ensuite, il parle de la relance économique axée sur la production locale et l'emploi des jeunes. Et tout. Qui parle de production locale parle de la transformation des ressources, parle de l'industrialisation. Et donc, aucun pays colonisé par la France ne peut rentrer dans ce axe-là de développement sans avoir de bruit avec la France. En réalité, notre bruit avec la France vient du fait que nous voulons nous assumer nous-mêmes. Nous voulons donner à nos populations ce qu'elles attendent, ce qu'elles ont de droit. Un autre destin. Un autre destin, le destin qui est la leur. Parce que, voilà. Et enfin, il y a la dimension sociale qui est très forte, où il y a cet engagement pour une éducation endogène, une éducation forte. Il y a beaucoup de mesures qui sont déjà prises par rapport à la gratuité de la scolarité et tout. Et il y a aussi, voilà, sur le plan de la santé pour tous. Donc quand on regarde l'architecture de ces promesses électorales-là, qui seront forcément des plans de développement et tout, le futur proche en termes de relations avec la France et le Bénin montre tout de suite qu'il y aura bruit. Et tant qu'il y a bruit avec la France, sur l'affirmation de soi, sur le développement endogène qu'on veut opérer, au plan militaire, je ne l'ai pas dit, il note aussi que, il faut un rapprochement avec les pays de l'AES parce que la crise terroriste que nous vivons tape à leur porte, si ce n'est même pas là-bas. Ouais. Et c'est à partir de là que nous allons voir les décisions fortes sortir justement des conseils mensuels de ministres au Bénin, mais le départ des forces militaires françaises basées au Bénin et aussi des instructeurs français qui n'ont aucun objectif que justement de jouer à la duplicité et de travailler au retour de l'influence française et de l'exploitation justement de la France des ressources béninoises et tout. Donc, l'espoir, il est grand. Dans tous les cas, le peuple béninois et les peuples de l'AES ont les mêmes aspirations. S'il veut une survie de son mandat, s'il veut véritablement rentrer dans l'histoire honorablement, comme ses prédécesseurs Mathieu Kérékou, je pense que la voie de la souveraineté, qui est la voie révolutionnaire aujourd'hui, lui est la seule trajectoire qu'il devra adopter. D'accord. Camarade Kaboré, c'est vrai, quand on regarde bien sûr les questions diplomatiques, il y a ce qui est utile, il y a ce qui est nécessaire. Et justement, dans cet engrenage où on joue sur les intérêts, mais également sur certaines affinités, quels peuvent être bien sûr le rôle du Bénin, le rôle que le Bénin peut jouer par exemple entre bien sûr les pays du Sahel et le reste de la CEDEAO pour donner une autre configuration au niveau des relations régionales. Alors, le rôle que le Bénin peut jouer aujourd'hui, c'est un rôle qui va s'apparenter dans une certaine mesure au rôle que le Togo est en train de jouer. Ça veut dire qu'effectivement, il n'est pas tard de corriger quelque chose que nous avons entreprise qui peut-être n'a pas bien marché ou du moins qui était bien orienté, qui était mal orienté au début. Alors, c'est vrai que nous avons parlé effectivement de l'engagement de l'ancien président béninois, M. Patrice Talon,
par rapport effectivement aux injonctions de la CEDEAO. Alors, passé cet épisode, le nouveau président peut décider d'aller vers des relations plus apaisées, c'est-à-dire adopter à un moment donné la posture du Togo, c'est-à-dire malgré le fait que le Bénin soit un État appartenant toujours à la CEDEAO, malgré le fait que la CEDEAO a donné des injonctions sur une ligne de conduite, sur une politique, sur des directives à ce que tous les États de la CEDEAO mettent en place, le Bénin peut décider de faire comme le Togo, c'est-à-dire décider d'être une croix de transmission des bonnes relations amicales et de voisinage, c'est-à-dire garder toujours les bonnes relations commerciales, garder son terminal portuaire ouvert pour les États de l'AES, notamment le Bénin et le Niger, le Burkina et le Mali, et puis ensuite accentuer effectivement la lutte du terrorisme en améliorant les relations et les coopérations en matière sécuritaire et en matière militaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Bénin aujourd'hui commence à faire l'objet d'attaques. Et en tout cas, est aussi attaqué comme le Togo. Or, le Togo aujourd'hui, vous savez très bien que le président du Faso, le camarade Ibrahim Traoré, l'a si bien dit. Alors, les relations entre l'armée togolaise et l'armée burkinabé, effectivement, ça ne remonte même pas au niveau central. Depuis au niveau régional, rapidement, ils coopèrent. Ils peuvent même avoir ce qu'on appelle le droit de poursuite. C'est-à-dire l'armée burkinabé peut décider de poursuivre des terroristes jusqu'à sur le territoire togolais. Et vice-versa pour l'armée togolaise. Ce qui est très important et augure de bonnes relations en matière de lutte efficace contre le terrorisme. Alors, ce qui est important à ajouter pour le Bénin, c'est que le Bénin, à un moment donné, au regard de ses relations avec la France, il faut que les Béninois le comprennent très bien et ils le savent très bien. Ce sont les aspirations profondes du peuple béninois. C'est-à-dire aspirer à la sécurité, aspirer effectivement au bonheur, aspirer à la souveraineté totale et une manière de pouvoir avoir la main mise sur leur destin. Et donc, vous savez très bien que je me rappelle très bien du voyage du président Emmanuel Macron à Cotonou. Il avait dit lors d'une conférence de presse avec le président Talon, un journaliste de France 24, non, de RFI, lui a posé la question sur, mais que le Bénin, je me rappelle de sa question, hein, il dit, mais le Bénin est prêt à acheter les armes, mais qu'est-ce qui bloque? Voilà la question que le journaliste français et le journaliste a posée aux deux présidents, c'est-à-dire le président Macron et le président Talon, qui étaient là, devant au palais de la Marina pour une conférence de presse. Et le président français dit, écoutez bien sa réponse, il dit, alors, le Bénin, dans les armées béninoises, il n'y a pas une tradition d'achat d'armement. Ce qui est grave, puisque effectivement, on dit que le Bénin est prêt pour acheter les armes, mais le Bénin n'arrive pas à acheter les armes. Qu'est-ce qui se passe? Et le président français répond en disant que le Bénin n'a pas dans son armée l'équivalent d'une organisation qui permet d'acheter ce qu'on appelle le haut, qui permet d'acheter les armes. Et que l'armée béninoise n'est pas structurée pour pouvoir acheter de l'armement. Ce qui est grave. Alors, donc, le président français s'adresse à un État souverain comme si c'était une sous-préfecture de la France. Tout à fait. Et donc, moi, quand j'ai écouté ça, j'étais frustré. Je sais que beaucoup de Béninois, s'ils se rappellent très bien, c'est en 2022, se rappellent très bien, ils vont savoir qu'effectivement, nous, en tant qu'amis de la France, en tout cas au niveau des États, nous n'avions pas les coups de franche de faire ce que nous voulons. À cause effectivement des conseillers militaires, des assistants militaires, des observateurs militaires qui sont dans nos armées. Thomas Sankara disait que ce sont des assassins militaires comme des assistants militaires, mais ce sont des assassins qui tuent nos armées, qui sont là pour sécuriser en tout cas leurs intérêts tout en gardant nos armées faibles pour pouvoir imposer effectivement leur image et leur aide. Voilà ce qui se passe. Et donc, le président béninois, effectivement, avait répondu, bon, qu'eux, vraiment, ils veulent acheter, mais il y a beaucoup de tralala, il y a effectivement des blocages, il faut passer par-ci, pour là. Donc, voyez-vous,
C'est ça la vraie amitié. Quand vous êtes l'ami de la France, voilà effectivement ce que vous devez endurer. Donc, aujourd'hui, avec la menace terroriste, l'armée béninoise doit s'équiper. Et si les relations doivent continuer à être ce que le président Macron a dit par rapport à l'armée béninoise, alors il y a rapidement urgence à quitter dans cette relation qui ne permet pas de pouvoir gérer de façon autonome ces équipements militaires, y compris la conduite de ces opérations sur le terrain. Donc, l'armée béninoise, les Béninois ont tout intérêt à voir ce côté-là. Nous avons fini avec cette histoire parce que nous avons dénoncé les 11 accords coloniaux qui nous empêchaient d'aller au regard, au-delà de la France, aller regarder d'autres partenaires, y compris sur le domaine militaire, pour nous équiper. Nous avons fini avec cette histoire au niveau de l'AES. Nous nous équipons auprès de la Chine, auprès de la Turquie, auprès de l'Iran, auprès de tout État qui est prêt à nous donner des armements. Ce n'est pas le cas pour les États qui sont restés amis avec la France. Et voilà les relations. Et donc, la souveraineté commande effectivement, si le président Ouadani doit l'emboucher, doit l'emprunter et doit l'utiliser de façon totale, il y aura des bruits nécessairement avec la France, mais c'est dans le bonheur des États, c'est le bonheur des populations béninoises qui, effectivement, qui est sur la table qu'il faut naturellement défendre à travers cette souveraineté retrouvée. Camarade l'avait dit, en d'autres termes, il y a un préalable pour que les relations soient saines entre le Bénin et puis les pays du Sahel. Oui, le préalable, il est clair. Il faut tout simplement dire que le Bénin, sous l'égide du président Ouadani, qui a déjà donné ses marques et sa teinte, c'est-à-dire être en bon terme avec ses voisins, ce qui est normal, ne pas agir comme son prédécesseur qui, pour des raisons peut-être particulières, celles que j'ai énoncées dans mon premier propos, était tombé dans une sorte de compromission qui s'est traduite par une cristallisation des relations entre le Bénin et les pays de l'AES, et même des attitudes va-t-en-guerre comme contre ses voisins, comme le Niger. Il faut dire que le président Ouadani, aujourd'hui, si il veut justement rester digne, il faut d'abord qu'il ne trahisse pas ses promesses électorales. Ce n'est pas les pays de l'AES qui l'ont dit, il faut faire cette promesse-là à ton peuple. C'est lui qui a fait la promesse de la souveraineté nationale. Il n'y a pas deux formes de souveraineté nationale. Il n'y a pas deux formes de souveraineté nationale d'un pays colonisé par la France, en l'occurrence un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Cette souveraineté commande déjà de dire à la France les tentacules de domination diplomatique, militaire, économique, culturelle que tu déploies sur mon pays, stop. Et ça va aller dans le sens de ce que le camarade Kaboré a dit, la dénonciation de ces accords léonins qui existent avant l'arrivée du guide de la révolution burkinabé, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui dans son discours clair et franc, nous on en parlait mais personne n'y croyait. Mais quand le camarade capitaine Ibrahim Traoré, le camarade président du Niger, Tiani, dans leur courage connu par tous, non seulement ont parlé de ces accords et ont dénoncé les accords militaires et les autres accords léonins. Au Burkina, on peut citer la double imposition, la double imposition de... la convention... La non-double imposition. La convention de non-double imposition. Il y en a à l'appel. Il y a beaucoup de choses qui ont été dénoncées, qui ne sont même pas sur la place publique. Et il y a des dénonciations
d'accords qui entraînent automatiquement et la caducité de beaucoup de rapports. Ouais. Quand on chasse l'armée française de l'espace AES, mais il y a beaucoup de choses qui vont avec. Ouais. Les instructeurs, l'influence, c'est-à-dire même son facteur de porte-plume à l'ONU. Comme si nous étions des enfants là. Tout ça, ça disparaît en même temps. Donc le président Ouaddaï doit d'abord respecter sa propre personnalité, sa dignité, en respectant son peuple et en respectant alors ce qu'il a promis à son peuple. Ouais. Ensuite, le peuple lui-même est conscient de ce qu'il a justement validé avec son président, qui, on dit, est un technocrate, qui a fait ses preuves à l'intérieur du gouvernement sous talon, qui a permis, malgré que un élément du pan de l'économie béninoise, je veux parler du port, soit justement asséché par la non-participation de grands acteurs, de grands acteurs économiques du Burkina Faso, comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, à constater tout le désastre. Donc, je pense qu'il n'y a qu'un concours de circonstances, un faisceau de concours de circonstances favorables à Ouaddaï de s'affirmer, de rester honorablement dans l'histoire et de marcher sur les sentiers similaires à ceux sur lesquels marchent aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas... Si ce n'est la trahison, si ce n'est le parjure, je pense que l'espoir est donné. D'accord. Merci donc pour ces analyses concernant le premier sujet qui portait sur la visite du nouveau président béninois Romuald Ouaddaï qui était dans les pays du Sahel, notamment au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Nous avons parlé essentiellement donc de ces retombées diplomatiques pour les pays du Sahel. Deuxième sujet, nous allons parler de la guerre dans le Moyen-Orient. Après donc un temps d'accalmie où on avait espéré que la diplomatie allait jouer un grand rôle dans le retour de la paix au Moyen-Orient, force est de constater que la guerre a repris donc de fort belle manière avec des frappes de part et d'autre. Les États-Unis qui frappent bien sûr certaines installations en Iran, l'Iran qui réagit sur des intérêts américains dans le Moyen-Orient. La guerre est bel et bien répartie. Camarade Kaboré. Alors, c'est un épisode assez malheureux parce qu'on a pensé qu'effectivement, et cela vient donner encore une idée sur l'incapacité de l'ONU à réguler, à appeler les États à respecter effectivement ce qui a été inscrit dans la charte de San Francisco de 1945. La charte disait que l'ONU a pour objectif de lutter et préserver la paix mondiale et la sécurité internationale. C'était les fondements philosophiques de la création de l'organisation internationale que nous avons, qui est l'Organisation des Nations Unies. Rappelez-vous très bien qu'il y avait son aïeul, la SDN, la Société des Nations, au sortir de la Première Guerre mondiale. Les États du monde entier, après avoir vaincu l'Allemagne nazie, avaient effectivement décidé de donner une chance aux générations futures à connaître au moins une vie apaisée, c'est-à-dire la paix, pour longtemps. C'est ce qui avait été dit.
Et les grandes puissances de l'époque, en tout cas les vainqueurs, s'étaient réunis pour donner cette chance-là aux générations futures que nous sommes. Lorsqu'ils parlaient à l'époque, préserver les générations futures des affres de la guerre et des conséquences indicibles et les souffrances indicibles, effectivement, il était bien question de nous dont il parlait à l'époque. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui, nous soyons encore face aux conditions, aux mêmes réalités, aux mêmes circonstances qui ont conduit aux deux grandes guerres, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale de 14-18 et la deuxième de 39-45. Pourquoi? Alors donc, effectivement, il faut comprendre tous ces éléments pour mieux, effectivement, rentrer en profondeur dans une certaine analyse qui va nous amener vers une compréhension approfondie des conditions et dans lesquelles la guerre au Moyen-Orient est en train de se mener aujourd'hui. Alors, les États-Unis et l'Occident de façon générale ont pendant longtemps vécu sur, effectivement, au-dessus. Il faut le dire comme ça, c'est des éléments très importants. Vivre sur des choses fabriquées de toutes pièces, y compris par le pompage systématique et automatique des ressources des autres puissances, des autres États, en se les appropriant sur la base de leur capacité, de leur puissance militaire, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et gérer ce qu'on appelle leur mode de vie. Vous vous rappelez très bien ce qu'on appelle American Way of Life, hein, le mode de vie américain qui était effectivement basé sur l'utilisation des grosses voitures, des grosses cylindrées qui consommaient beaucoup de carburant. Oh, c'est-à-dire que c'est comme si le mode de vie américain les amenait à vivre au-dessus de leurs moyens, de leur capacité de production. Ça, c'est une réalité un peu partout dans tous les États de l'Occident. Alors, donc, c'est ce qui va amener l'Occident à pouvoir, s'ils veulent continuer à maintenir leur niveau de vie, effectivement, c'est d'aller chercher le bonheur au détriment des autres États en prenant les ressources. Le pétrole au Moyen-Orient, en Afrique, partout, et même dans l'Amérique latine. Vous voyez le cas du Venezuela. Donc, voyez-vous ce que la France fait aussi dans ces différentes anciennes colonies françaises, en pompant automatiquement de façon spontanée les ressources que nous avons, en vue d'améliorer effectivement le niveau de vie de ces populations. C'est comme effectivement, aujourd'hui, le constat est que ce sont des géants, des colosses aux pieds d'argile. Oui. Alors, comment faire pour vivre? C'est de toujours mener des guerres dans les autres États en vue de pouvoir mettre effectivement la main sur les ressources. Voilà pourquoi effectivement l'Occident ne peut pas se séparer de la conduite des guerres. En 2003 par exemple, la guerre qui a été conduite en Irak, mais c'était pour mettre la main sur les ressources pétrolières effectivement colossales de l'Irak. Alors si on ne peut pas venir personnellement, on va vous amener à faire la guerre entre vous. On a créé la guerre pendant 10 ans entre l'Iran et l'Irak, tout en donnant toute l'armada nécessaire de l'Occident à l'Irak pour pouvoir abattre l'Iran. Rappelez-vous très bien de la guerre Iran-Irak, qui a fait près de 10 ans. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la capacité du peuple iranien à résister, quand bien même ce sont des vieilles empires, aujourd'hui est parti du fait que l'empire iranien a pu résister depuis la guerre Iran-Irak, alors que l'Irak avait tout le soutien, effectivement, de l'Occident, y compris de la France, des États-Unis, partout, mais l'Iran a résisté. Aujourd'hui, ce n'est pas maintenant que l'Iran va plier. Donc, le déclenchement de la guerre aujourd'hui, l'Iran est préparé depuis très longtemps à cette guerre. Voilà pourquoi les États-Unis, malgré leur armada et leurs capacités, leur puissance militaire, ont du mal, effectivement, à obtenir, effectivement, qu'on appelle ça, amener l'Iran à accepter ce qu'on appelle la fin de la guerre en déclarant sa défaite. Ce n'est pas possible. Et donc, le président américain Donald Trump, à travers effectivement l'abattage de l'hélicoptère, n'avait pas peut-être l'intention d'attaquer. Pourquoi? Il y a plusieurs éléments qui font que le président américain Donald Trump ne voulait pas, malgré le fait que l'hélicoptère très cher, très important de l'armée américaine a été abattu au niveau du détroit d'Ormuz. Certainement, ça a été abattu par les gardiens de la révolution iranienne. Alors, c'est dans son bureau ovale, comme on dit dans la cellule de crise, dans la salle de crise, que le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, est venu convaincre et obliger Donald Trump à accepter, attaquer, riposter
depuis l'attaque, depuis l'abattage, depuis effectivement que l'hélicoptère américain a été abattu. Mais Donald Trump ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs événements qui devaient arriver et qui l'amenaient le président américain à travers ces petits moments de clairvoyance et de lucidité. Il ne voulait pas conduire la guerre ni riposter. Il y a plusieurs éléments. Allez-y rapidement, oui, allez-y. Premièrement, c'est le fait que Donald Trump doit fêter à son anniversaire qui vient le dimanche, le 14. Et il entendait, il aura 80 ans. Il voulait quand même faire une bonne fête. C'est vrai qu'avec les conditions sécuritaires, tout le monde ne sera pas invité. Mais au moins, il tenait à organiser cette fête. Pour donner un message que ouais, d'abord, lui, c'est quelqu'un qui est fort, il est en bonne santé, il vit longtemps, et ainsi de suite. En même temps, il est le président qui est toujours dans ses bottes et qui entend diriger l'Amérique comme il le souhaite. Donc, ça, c'est l'élément par rapport à l'organisation de son anniversaire. Et qui était un élément pour lequel il ne voulait pas gâcher cette fête-là avec, en tout cas, au moins, il est en train de fêter et boire le vin, en même temps de bombarder effectivement l'Iran. Deuxième élément qui est important, c'est le fait qu'ils doivent fêter le 250e anniversaire des États-Unis en tant qu'État. Et donc, dans ces conditions, ils devaient recevoir des convives et être au devant, effectivement, les projecteurs du monde entier. Ils n'aimeraient pas que cet anniversaire de 250 ans des États-Unis soit assimilé ou du moins confondu en même temps à des actes de belligérance au niveau du Moyen-Orient. Troisième élément qui est important qu'il voulait, effectivement, pour lequel il ne voulait pas riposter, hein, c'est le fait qu'il y a l'inauguration de la Coupe du Monde. Et il voulait, c'est vrai, c'est un homme d'affaires, vous savez très bien que la Coupe du Monde, c'est le football, mais il y a des affaires qui sont cachées sous l'organisation du football. Tout à fait. Et donc, Donald Trump, en tant qu'un bon homme d'affaires, il a le flair d'un homme d'affaires, il n'aimerait pas que ces événements, qui doivent permettre d'engranger des milliards, au passage, soient perturbés par la conduite des événements ou du moins des ripostes au Moyen-Orient. Quatrième élément qui est important, encore, il savait très bien qu'il y a l'organisation du G7. Et c'est aux États-Unis. Il n'aimerait pas que cela soit aussi affecté par le fait que non seulement il reçoit tout le monde, les grandes puissances, en tout cas les 7 grandes puissances, et dans ces conditions-là, on voit l'image effectivement d'un guerrier assis, et ça risque de troubler et affecter négativement effectivement la fête et la rencontre du G7. Pour terminer avec un autre élément, il y avait la finale de Super Bowl aux États-Unis. Vous savez qu'il a été hué par effectivement la base démocrate, et il a tourné ça en pourri en disant non, ce sont des appréciations, les gens sont en train de me dire les bonnes choses. Oh, les gens sont en train de le huer. Donc voilà l'ensemble d'éléments qui font qu'effectivement, Donald Trump ne voulait pas. Mais il a fini par être convaincu par Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, qu'il fallait attaquer parce qu'il y va de l'image des États-Unis. Et il a fini par faire sortir cette phrase. Il dit, l'Iran a trop tardé à négocier, il va devoir payer le prix. C'est Donald Trump qui l'a dit, alors qu'au début, il ne voulait pas avancer. Mais pour avancer, pour attaquer, pour riposter, il a oublié de créer cette phrase pour légitimer son attaque et les ripostes qu'il voulait conduire effectivement. Parce qu'il se rappelez-vous très bien qu'il y a 42 appareils américains qui ont été abattus depuis la guerre. Donc c'est inédit. L'Iran commençait à avoir abattu, neutralisé tout, tué tout. On les a réduits à néant. Alors a eu quand même une fois de frappe qui a fait abattre 42 appareils très chers des États-Unis et qui font que ça affecte effectivement la personne, ça affecte effectivement leur orgueil. Et voilà pourquoi la guerre est en train de reprendre. Alors qu'il n'a pas la chance de la gagner. Voilà. D'accord. Camarade l'avait dit, c'est vrai, quand on regarde les sorties médiatiques du président américain, on regarde aussi l'évolution de cette crise au Moyen-Orient, on se poserait bien de questions sur la finalité de cette guerre. Que recherche vraiment Donald Trump dans le Moyen-Orient? Vous savez, le monde a toujours été animé par justement ces pratiques. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les oppresseurs, les colonisateurs, les exploiteurs se sont toujours mis à un niveau de
d'être les dominateurs, Oui. d'imposer leurs règles aux autres pays. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, c'est la même attitude, jusqu'à ce que les opprimés prennent leurs responsabilités de sortir de cette domination-là, de cette vassalité, et donc de s'assumer. Et pour cela, il faut bien sûr un courage. La domination perpétrée par l'Occident sur les autres pays du monde vient du fait que, non seulement, c'est pour engranger des richesses, les richesses des autres. Oui. Donc, pour les piller. Donc, d'abord, c'est pour des visées économiques. Oui. Ensuite, c'est pour imposer leur hégémonie. Et ça n'échappe pas à ce qu'on peut constater sur ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Tout à fait. Donc, les États-Unis, qui sont aujourd'hui titillés par la dédollarisation, par toute l'économie qui l'engrange au niveau du détroit d'Ormuz, qui est sous le contrôle absolu de l'Iran, qui n'est même pas un élève, qui est lui aussi maître de lui-même depuis maintenant près de 50 ans de préparation. Il y a aussi il y a derrière tout ça la pétroprédation. Venir chez les autres, prendre leur carburant, prendre leurs ressources pétrolières, pendant qu'on a chez soi, mais que voilà, on en réserve pour les générations futures. Donc voici à peu près les différentes motivations. Et face à ça, il n'y a qu'une seule solution. Et je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient est une lucarne de ce qui se passe dans l'AES. Tout à fait. C'est-à-dire que entre les oppresseurs et les opprimés, il ne peut pas avoir de collaboration. C'est pourquoi il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine avec des pays qui s'assument, qui refusent. Et pour pouvoir refuser et s'assumer, il faut non seulement avoir le contrôle de ses propres ressources, mais il faut et surtout être militairement fort. Les pays de l'AES l'ont compris. L'Iran l'a compris depuis près de 50 ans aujourd'hui, en bâtissant une armée solide, forte, bien structurée, de sorte à ce que si un responsable n'est pas là, les objectifs se poursuivent et la puissance de feu se poursuit. La couardise des chefs d'État, notamment africains, a favorisé la pérennité de la domination de l'Occident sur nos différents pays. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Et ce qui se passe en Iran doit être une leçon pour les pays africains, notamment les pays de l'AES, de ce que nous sommes sur la bonne voie. La militarisation en puissance, la souveraineté affirmée, donc la technologie pour justement et l'industrie militaire pour nos différents pays. Parce que dans ce monde, soit tu es dangereux ou bien tu es en danger. Et pour être dangereux, il faut bien sûr bâtir une force militaire capable de riposter à toute menace. C'est ce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et guide suprême de la RPP, a compris en disant que, mais voilà, si on n'est pas puissant, on sera à la proie, justement, de ces colonisateurs-là. Oui. C'est ce que aussi l'Iran a compris et l'Iran pratique.
Et depuis longtemps, les cessez-le-feu ont été annoncés, des trêves. Mais tout ça n'était que sournoiserie. C'est de reculer pour mieux s'organiser, hein, afin d'arriver à bout, définitivement à bout de l'Iran, comme ils pensent être arrivés à bout du Venezuela. Absolument. Donc, la suite, ça sera que l'Iran sortira victorieux de cette menace, de cette prédation américaine. Absolument. Parce qu'elle est préparée. Absolument. Merci donc pour ce deuxième sujet. Nous sommes à la fin de l'émission. En tout cas, l'Iran qui essaie d'exister positivement en répondant donc, bien sûr, par rapport à certaines agressions venant des États-Unis et de l'Israël. On espère simplement que la raison va l'emporter et que les États-Unis, j'allais dire Donald Trump, le président américain, va ravaler son orgueil pour nous permettre de vivre dans un monde de paix, un monde orienté sur le développement. C'est la fin de votre émission. Portez-vous bien.